Alors, bienvenue à toutes et à tous, chers diplômés ou membres de la communauté lucamienne. Bienvenue à Comme à la maison, adapter son marketing de contenu en période de pandémie. Alors, c'est notre premier Facebook Live qu'on fait au bureau. Très excité. Je me présente, Jérémy Litt. Je suis stratège marketing numérique, médias sociaux chez Reflector Entertainment, qui est une boîte de divertissement montréalaise en divertissement transmédia. Donc, on crée plein d'univers fictifs sur plein de plateformes différentes, mais ce n'est pas le but de ce live-là. On en parlera peut-être plus tard. Et je suis aussi président du conseil de la faculté de communication de l'UQAM. Donc, il y a plusieurs conseils de diplômés. Donc, on est vraiment là pour créer des activités, décerner un prix, un certain prix de la relève. Et c'est peut-être pour ça que Maud est ici présentement. Je vous la présente dans quelques instants. Restez là. Donc, notre mission, c'est vraiment ça, c'est de faire rayonner vraiment les diplômés de la faculté de communication. Il y en a pour chaque faculté à l'UQAM. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la faculté de communication, c'est l'un des plus importants pôles d'enseignement et de recherche en communication au Canada, avec le département de communication sociale et publique, l'école des médias, l'école des langues. On offre environ 12 programmes de baccalauréat, une maîtrise avec 7 concentrations et un doctorat, puis une trentaine de majeurs de certificats. Donc, n'est-ce pas, Maud? Je pense que c'est une faculté qui mérite sa réputation. Donc, je vous présente sans plus tarder Maud Boursier-Bouchard. Hello! Maud, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien. D'ailleurs, on va souhaiter la bienvenue à tout le monde qui nous regarde présentement. Donc, c'est une conversation qu'on va avoir entre deux UQAMiens, appelons-nous des UQAMiens. Parce qu'on a fait l'UQAM ensemble, en plus, Jérémy. En plus, on se connaît, donc je suis vraiment content que tu sois là. Non seulement tu es ici pour parler de marketing en période de pandémie, mais tu as aussi reçu le prix de la relève en communication. Donc, félicitations. Merci. Qu'est-ce que ça représente pour toi de recevoir ce prix-là? Je te dirais, tu sais, j'ai eu la nouvelle pendant la pandémie. Tu sais, je pense que ça faisait 1 mois ou quelques semaines, en fait, qu'on était en confinement. Fait que, tu sais, ça a été une belle tape dans le dos parce que c'était juste du négatif, là, on va se le dire, depuis quelques semaines. Je suis quelqu'un de très positif, mais un moment donné, quand même, c'est beaucoup à prendre. Fait que c'est sûr que quand j'ai vu ça rentrer, ça a été une belle petite tape dans le dos puis se dire, hey, on continue, tu sais, parce que dans cette période-là, tu as tout le temps plein de questionnements. Tu vois les travailleurs, c'est hyper essentiel. Tu te dis, Colin, qu'est-ce que je peux faire moi aussi pour aider? Fait que c'est sûr que c'était une belle tape dans le dos. Après ça, tu sais, tu te questionnes, est-ce que c'est correct d'être content? Tu sais, non, mais c'est vrai, c'est correct d'être fier, tu sais, considérant tout ce qui arrivait autour de nous. Mais, tu sais, honnêtement, dans la vie, moi, je me dis toujours, comme je disais, tu sais, il faut penser au positif. Fait que j'ai dit, hey, ça, c'est du positif, je le prends. C'est le fun, c'est une belle tape dans le dos. Tu sais, l'UQAM, ça a été vraiment, je pense, l'université, en fait, ce programme-là, ça a été ça qui a débuté ma carrière à 100%. Je serais pas où je suis à cause si j'avais pas fait le bac en com à l'UQAM. Fait que je l'ai pris comme une belle tape dans le dos pour continuer. Encore une fois, félicitations. Ce prix-là, en fait, c'est la 5e année qu'on donne ce prix-là. Pour avoir ce prix-là, il faut évidemment avoir un parcours, je pense que moi, tu t'es débarqué dans ton parcours, puis c'est pour ça on va passer à travers ton curriculum en quelques minutes, bien que tu as beaucoup d'expérience pour ton âge. Hein. On a 5 ans, je pense qu'on a 5 ans d'expérience au marché du travail, mais je pense qu'il y a une clé à tout ça pour se rendre là, et tu t'en parleras un peu plus tantôt. Okay. Mais donc, ce prix-là, oui, mais il faut faire aussi une différence aussi dans sa communauté pour avoir ce prix-là. Et je pense que toi, c'est ton implication d'aider la relève, d'aider les jeunes professionnels qui veulent justement accéder au marché du travail. Donc, tu agis un peu en tant que mentor aussi. Oui, en fait, j'ai tout le temps, pour les jeux de la com, j'ai été mentor. J'ai été là aussi pour juger les épreuves quand ils prenaient les candidats beaucoup. Pour la relève publicitaire, en fait, aussi, que l'UQAM a gagné cette année, vraiment une bonne équipe, encore une fois. Je juge tout le temps avec notre prof Caroline Lacroix l'espèce de pitch final, l'espèce d'épreuve. Donc, je trouve ça tout le temps le fun d'être là. Moi, j'ai tellement eu de monde, des mentors durant l'UQAM.
qui m'ont aidé, que c'est sûr je veux redonner. Journée de porte ouverte, je me suis toujours impliquée quand j'étais chez LG2 pour accueillir les étudiants. Fait que oui, tout le temps, ouais. Cool. Donc, pour les gens qui viennent de se joindre, on est à l'émission, j'appelle ça l'émission, mais Facebook Live comme à la maison. Donc, on est vraiment à la maison. Et vous pouvez alimenter évidemment la conversation dans les commentaires. On va pouvoir répondre à vos questions. Juste avant de passer, je suis avec Maude Boursier-Bouchard, qui est directrice au contenu chez Ricardo Média. Donc, ça, c'était ton rêve d'arriver chez Ricardo. Dans l'alimentation, c'était ton secteur de rêve. Mais pour te rendre là, tu as passé à travers beaucoup d'étapes, beaucoup de succès aussi, là, notamment tu as travaillé chez LG2 pour des clients comme Tourisme Montréal, Desjardins, les restaurants Valentine pour les gens qui suivent les médias sociaux de Valentine, très drôle. Maxi aussi, qui a été quand même phénoménal comme sur les médias sociaux, où on se rappelle du circulaire. Je pense que ça avait marqué les esprits sur les médias sociaux. C'est tellement niaiseux. C'est niaiseux, mais c'est stratégique. Oui. À ce niveau-là, donc tu as passé à LG2, tu as notamment passé chez Cossette aussi, une grande agence à Montréal, tout comme LG2. Et avant République, même, tu travaillais déjà dans le domaine ou dans les agences à l'UQAM, notamment chez République. Hein? Oui, moi, disons, j'ai fait ma première année de bac à l'UQAM, puis j'ai fini cette année-là en me disant, là, il faut vraiment que je travaille dans le domaine dès cet été. J'étais monitrice de camp de jour, j'ai dit non, je retourne pas faire ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai participé à un concours qui était par République qui appelait l'Étoile C2 Montréal. Fait que c'était pour recruter quelqu'un qui venait couvrir C2 Montréal. Fait que j'avais gagné le concours à l'époque, puis j'avais dès commencé chez République à travailler chez Équation Humaine aussi durant l'été. Puis en novembre, j'ai commencé chez Cossette, en fait. Fait que oui, je m'étais donné un peu le défi de m'impliquer le plus possible, que ça soit au niveau universitaire que professionnel. Oui, c'est ça. Puis en plus, au niveau universitaire, tu t'es impliqué aussi, Jeux de la communication, on l'a dit, l'incubateur, qui était l'agence publicitaire de l'UQAM. Donc, beaucoup d'implications au final dans ton parcours. Oui. Donc, passons, on va apprendre un peu plus à te connaître. Qui es-tu, Maude? Parce que évidemment, tu travailles chez Ricardo. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas commencer avec un petit quiz d'express, 3 questions, dont la thématique est l'alimentation. Évidemment, culture populaire, là, pour les gens qui connaissent, qui sont intéressés. Je sais que Maude, tu fais une foodie, tu connais, je pense que tu as regardé toutes les émissions de Netflix par rapport à l'alimentation. Oui. Mais émissions, podcasts, magazines, livres, je parle beaucoup trop de bouffe. Bon, commençons avec c'est 5 à 7, donc Happy Hour. On a besoin d'un petit cocktail. Alors, si tu devais mélanger 3 moments marquants de ta carrière pour nous concocter le parfait Maude Tini, qu'ajoutes-tu dans ton mélangeur? J'aurais tendance à dire en premier lieu que je ferais comme un Maude Tini plus universitaire que carrière, parce que c'est un live UQAM, mais je pourrais le faire après avec professionnel. Mais c'est vraiment les implications que je t'ai dit. Fait que les 3 ingrédients, ça serait mes 3 années à l'UQAM. Fait que la première année, j'ai fait les jeux de la communication en pub. Donc, ça serait mon premier ingrédient. Mon deuxième, c'est les jeux de la communication que j'ai fait en événementiel, qui était super le fun aussi. Puis la 3e année, c'était la relève publicitaire qui était notre client, c'était Gaz Métro avec Cossette. Donc, je te dirais que c'est ces 3 ingrédients-là. Niveau plus universitaire. Si je vais niveau plus professionnel, on dirait que c'est peut-être moins des événements, mais plus comme des trucs qui me représentent. Que je dis souvent, tu sais, que je suis beaucoup dans la polyvalence. J'aime vraiment toucher à tout, là, que ça soit de la photo, des mots et tout ça. Puis sinon, c'est la créativité puis la rationalité. Fait que c'est comme un mélange de tout ça. Je suis très créative, mais il faut que ça soit grounded, tu sais, faut pas que ça soit dans les airs. Fait que c'est comme ces 3 ingrédients-là que je mets ensemble. Je sais pas si ça fait un cocktail bien moi, je bois pas en plus, fait que c'est un cocktail qui est un peu plate, mais un mocktail. C'est ça, c'est un mocktail. Il est bien dosé finalement, parce que c'est un côté très cartésienne quand même et très créatif aussi. Ouais. Ça, je pense que c'est des forces aussi sur le marché du travail, surtout en marketing de contenu. Deuxième question, selon les personnalités de l'émission Les Chefs. OK, mon émission préférée, que je suis tellement déçue que ça soit fini. J'en aurais pris comme une autre saison cet été. Je pense que la pandémie a accentué évidemment la popularité de cette émission-là. Vraiment. Parce que je me rappelle dans le temps, de 10 ans, quand ça avait débuté, là, ça avait vraiment démocratisé la bouffe au Québec. Ah oui. Après, on parlera évidemment du sujet. Là, ça s'en vient. Restez là, ça s'en vient.
Alors, qui te ressemble le plus au travail? Est-ce que c'est Camilo? Donc, attelée à la tâche, une grande passionnée et ô combien expressive. Peut-être on crie des fois dans des moments de stress. 2, Élise Marquis, attentionnée, à l'écoute, minutieuse et toujours à la recherche de réponses aux phénomènes qui t'entourent. Ou Danielle Vézina, une mentor dévouée, transparente et optimiste. Je pense que j'irais, puis c'est pas parce que je le trouvais bien le fun, mais j'irais avec le premier choix, Camilo. Je suis attelée à la tâche, ça c'est sûr, grande passionnée, ô combien expressive aussi. Mais je pense qu'au lieu de crier comme lui, je fais plus sourire beaucoup trop. Je parle souvent très fort, peut-être que c'est en ce moment c'est ça qui se donne. Puis j'aime vraiment ça taquiner. Beaucoup. Fait que tu remplaces le cri de Camilo par comme un gros sourire qui sèche les dents, puis c'est pas mal ça que c'est. C'est bon ça. J'ai pas de tatou, fait que je suis un peu moins badass que lui. J'aurais associé Camilo aussi à ta personnalité. OK, parfait. Mais sans les cris, évidemment. Et la dernière question, selon les émissions de cuisine suivantes, laquelle représente le mieux tes années à l'UQAM et pourquoi? Donc, il y a 5 choix. Donc, Ugly Delicious. Ouais. 2, les chefs, évidemment, on remet les chefs. 3, un chef à la cabane. 4, Chef's Table. Ou 5, Ricardo, évidemment. Il doit tomber en voyage. Peut-être que Ricardo regarde présentement, mais... même s'il me regarde, je suis désolée, mais je choisis les chefs parce que, comme je disais tantôt, j'ai participé à toutes les compétitions universitaires possibles. Fait que, tu sais, les chefs, c'est comme une grande compétition. Mais moi, c'était exactement ça. Pour vrai, là, je pense que toutes les compétitions que je pouvais faire l'UQAM, je les ai faites, là, tu sais. Que ça serait pas mal ça. Ça serait ça le choix. Ça serait les chefs. Bon, c'est ce qui met fin à notre... Surtout qu'il y a quelqu'un qui vient d'écrire qui adore la question des chefs. Fait que j'ai dit cette réponse à Daphné. Merci, Daphné. Alors, passons aux choses sérieuses. Maintenant, je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous regardent présentement. Alors, le thème de l'émission aujourd'hui du Facebook Live, c'est adapter son contenu, son marketing de contenu en période de pandémie. Évidemment, ça fait 3 mois qu'on vit vraiment une période très, très, très charnière dans notre histoire. C'est un temps qui est très difficile pour plusieurs personnes. Donc, passons aux choses un peu plus sérieuses. Nous, on est intéressés à savoir chez Ricardo, parce que évidemment, Ricardo, Facebook Live, la stratégie de contenu a changé. Évidemment, c'est numérisé encore plus. Quel a été votre positionnement relativement à la stratégie à prendre dans ce contexte? Je te dirais qu'on a été très spontanés. Au début, ça a été d'être le plus utile possible pour les gens. Tu sais, nous, le but, c'est vraiment d'aider les gens à manger ensemble puis de bien cuisiner. Fait qu'on a juste poursuivi ça. C'est juste qu'il fallait avoir des nouveaux canaux de communication. Tu sais, fait que le vendredi même, je me rappelle, où qu'on a commencé le télétravail puis que le confinement était annoncé, dès là, on avait déjà sur le site en page d'accueil un guide pour le garde-manger de survie. Qu'on avait fait quelques jours avant, juste au cas où qu'il y a vraiment quelque chose, on va avoir aidé les gens à se bâtir un garde-manger. Puis c'est fou parce qu'il est en ligne, puis on y croyait comme pas qu'on faisait ça. T'sais, on était comme tu sais, c'est vraiment utile. Oui, tu sais, c'était vraiment une situation qu'on vivait. Puis quelques jours après, Ricardo, il se filmait en train de faire du pain maison en direct de sa cuisine dans sa maison. Parce qu'on voulait vraiment donner un projet aux gens, changer les idées, de voir qu'ils étaient capables d'être autosuffisants, en fait. On voyait aussi toutes les pénuries, bien sûr, en épicerie. C'est une vidéo qui a été quand même vue par 1,2 million de personnes. Puis je peux confirmer, là, en voyant sur les médias sociaux que les gens ont cuisiné beaucoup, beaucoup de pain. Il y avait des pénuries après dans les épiceries de farine et de levure. Donc, vraiment assez incroyable. Puis aussi, tu sais, comme je disais, c'est beaucoup pour divertir les gens, puis leur changer les idées, tu sais. Fait qu'il y a, oui, le côté aider les gens dans une recette à la cuisiner, savoir les étapes et tout, mais il y a beaucoup le côté divertissement. Tu sais, nous, on est là pour donner un petit peu de joie dans la journée. Puis même quelques jours après le pain maison, dès qu'on a entendu Horacio parler de tartelettes portugaises, moi, tout de suite après, j'ai appelé Ricardo. J'ai dit, il faudrait faire de quoi avec ça? Horacio, il vient de dire que, ça fait du bien faire des tartelettes portugaises. Fait qu'il a sorti les ingrédients de son frigo. Il s'est tout de suite mis en train de se filmer, en train de les cuisiner. Après ça, on a lancé le hashtag Nata Challenge. Il y avait plein de tartelettes portugaises sur les médias sociaux après. Fait que, tu sais, pendant ce temps-là, t'oublies un peu
la pandémie, tu oublies tout ce qui se passe autour, puis tu as comme un sentiment de communauté qui se rallie autour de la nourriture. Fait qu'on est allé un peu là, même, il y a eu un post Instagram d'Arnaud Soli qui disait que Ricardo, c'était le travailleur essentiel, tu sais. Mais c'est vrai que, tu sais, il y a une côté essentielle, c'est ça, à la cuisine. Fait qu'on a été vraiment là, c'est ça, pour être utile, à l'écoute, divertir puis faire du bien. Je te dirais. Non, c'est vraiment, je pense que le divertissement a été un point central. On a vu à quel point le divertissement était essentiel. Ouais, à la survie, à la santé mentale aussi. Je pense qu'on n'a jamais autant regardé d'émissions, échangé, communiqué. Donc, c'est important. Évidemment, on pourrait faire le débat sur le divertissement en politique, par exemple, c'est ça, donc sujet de conversation quand on doit danser, quand il y a vraiment il y a débat quand même, mais c'est important. Non, je pense que c'est un pilier central dans votre stratégie de contenu et ça paraît. Ouais. Moi, je pense que tout ce qui fait du bien, tout ce qui fait du bien, il faut le prendre. Tu sais, que Horacio danse, c'est le fun. C'est sûr qu'après ça, il y a des associations, puis là, on le questionne, mais il faut prendre tout le bon que les gens nous donnent, selon moi. Tout à fait. Est-ce que tu penses que le rapport des gens, justement, à la nourriture, aux recettes, va changer? Est-ce que ça va rester, ça? Je ne sais pas s'il va changer à long terme, mais il a changé définitivement. Il y a beaucoup de grandes tendances qu'on a vues. Le premier que je parlais tantôt, le pain, c'est le fait maison. Beaucoup de personnes se sont tournées à faire leurs ingrédients eux-mêmes. Au début de la pandémie, encore une fois, on avait fait un article qui était 8 projets culinaires à faire à la maison. C'était du pain, du fromage, des boissons non laitières, par exemple. Fait que, c'était des trucs que tu faisais toi-même. Les bagels, ça, c'est un autre qui a vraiment, vraiment beaucoup pogné. Puis on a vu qu'il y avait vraiment un engouement. Les gens voulaient cuisiner eux-mêmes parce que, premièrement, c'est un projet. Donc, c'est du temps qu'on prend soit seul ou en famille. Puis il y a une fierté, tu sais, d'être capable de faire ce produit-là, c'est le fun. Puis surtout, les gens limitaient leurs déplacements beaucoup en épicerie, le font encore. Fait que si on cuisine nos ingrédients, on a moins besoin d'aller, par exemple, à la boulangerie à chaque jour, tu sais. Fait que je te dirais que ça, c'est la grosse affaire que j'ai vue, c'est le premier. Puis après ça, il y a eu beaucoup un souci pour le gaspillage alimentaire. On a aussi fait beaucoup d'articles, tu sais, comment limiter, c'est ça, le gaspillage alimentaire, comment remplacer ces ingrédients dans des recettes. Fait que, tu sais, vu que les gens, économiquement, s'entendent, il faut faire attention de plus en plus. Puis on voyait un peu plus qu'est-ce qu'on avait dans notre frigo. On va moins au restaurant, on a tendance à moins gaspiller. On le voit aussi avec les potagers, tu sais, ça c'est au-delà de l'alimentation, tu sais. On est quand même dans la source de l'alimentation qui est de faire pousser des fruits et légumes, mais les pépinières sont pleines. Tu sais, moi j'ai fait un jardin, puis il y avait des fils que j'ai jamais vus dans les pépinières, il y avait presque plus de stock. Faut que tu partes des semis parce qu'il y a plus de plants, tu sais. Fait que ça aussi, il y a comme un côté autosuffisance. Les poulaillers sont hyper populaires. Ricardo, il y en a un d'ailleurs maintenant. Mais tu sais, il y a vraiment un côté un peu, c'est ça, autosuffisance qui est arrivé. Fait que je te dirais, puis le dernier point que je voyais, c'est toute la sensibilité à l'achat local. Ouais. Le gouvernement, bien sûr, a fait un appel à tous là, avec le panier bleu et autres d'acheter local. On le voit davantage. S'il y a un groupe Facebook, un ami, moi, qui est parti, ils sont rendus à 6 000, je pense, personnes, même plus que ça là-dessus. Je sais pas si on bien, là, mais tu sais, à se partager des trucs locaux qui achètent des petites entreprises, soit montréalaises ou un peu plus grande échelle. Fait que ça, c'est sûr que j'espère toutes que ces tendances-là vont rester. Parce que cuisiner pour soi, c'est le fun, puis acheter local, c'est encore mieux, puis il faut pas gaspiller dans la vie. Fait que c'est toutes des tendances qui devraient, selon moi, rester. Tout à fait. Rester, on sait pas. Je pense qu'on a réalisé aussi qu'on était capable de le faire. On était capable de cuisiner, on était capable de faire des lunchs. Évidemment, là, on a plus de temps aussi, on a moins de... Pour les gens oui, moi, je ne veux pas aller tout au resto puis cuisiner tout le temps. C'est le fun d'aller au resto, mais peut-être garder le restaurant pour un moment, un événement, plus qu'une nécessité de manger. C'est vraiment plus une sortie où on va découvrir, rencontrer des restaurateurs, voir leur histoire, moins que quelque chose sur le pouce qu'on va même pas prendre le temps d'apprécier. Tu sais. Tout à fait. Donc, certainement des opportunités pour tous les secteurs de l'alimentation. Évidemment, les restaurants, c'est un autre défi là, présentement, ça c'est sûr et certain. L'expérience, comme tu l'as dit, on va là pour l'expérience, là, avec des plexis, puis des... Ricardo possède d'ailleurs un café. On a fait 3 restaurants, en fait. Oui, 3 restaurants. Nous, on s'est mis à faire des boîtes repas, en fait. Donc, il y a une boîte fête des mères, une boîte barbecue, une boîte fête des pères. Il y en a une là, prochainement, pique-nique. Fait que c'est super le fun. C'est pour amener un moment de gourmandise à la maison. Puis la réponse est super le fun. Cool. Maintenant, on va passer à un segment un peu plus mentorat. Si tu avais à conseiller un gestionnaire de communauté, quelqu'un qui travaille, peu importe, dans n'importe quelle industrie,
pour une crise de cette ampleur-là, qu'est-ce que tu lui suggères, tu lui conseillerais, avec du recul, là? Je dirais qu'en gestion de communauté, en général, il faut être spontané. Tu sais, il faut pas trop réfléchir. Il faut réfléchir, mais il faut pas trop réfléchir parce qu'il faut être vraiment rapide sur la nouvelle ou la tendance, on la nomme comme on veut, là. Tu sais, faut pas attendre. Tu veux pas être le dernier à en parler. Tu sais, tu veux être dans les premiers. Fait que je te dirais être très spontané, mais après ça, en arrière-plan, faut que tu penses à ta strate. Faut que tu penses à qu'est-ce qui s'en vient, comment tu peux lier des choses. Puis, je dirais en situation, là, tu disais en situation de pandémie, en fait, là, ou une crise, faut être très familier, faut être proche des gens, tu sais, faut pas avoir un ton qui est corporatif, selon moi. C'est pas le temps de passer des messages corpos, c'est le temps de se rallier ensemble puis d'avoir vraiment un ton qui est plus uni, qui est plus familier. Ouais, j'irais vraiment avec quelque chose comme ça. Puis de savoir qu'en gestion de communauté, on s'entend, t'es derrière un écran tout le temps, derrière un clavier. Là, tout le monde l'est. Fait qu'il faut que tu sois encore plus présent pour répondre. Mais garder ça simple, parce que ça peut vite être malsain vu que tu es toujours derrière un ordinateur. Fait que peut-être se mettre des limites aussi niveau personnel, se dire, je sais pas, les messages, c'est de telle heure à telle heure, puis bien l'inscrire dans les règlements de la communauté pour qu'ils soient au courant. D'excellents conseils. Pour avoir fait ça longtemps. En fait, on fait ça ensemble depuis longtemps. Moi, je fais moins de gestion de communauté maintenant. C'est sûr que c'est souvent des postes d'entrée. Donc, les gens qui nous regardent, qui sont intéressés, c'est vraiment une belle porte d'entrée dans les entreprises et en agence aussi pour gérer plusieurs clients. C'est vraiment une porte d'entrée vers le marketing. Touche à tout, tu vas toucher à de la rédac, du visuel, du service à la clientèle, de la stratégie. Tu peux même toucher aux médias, vu que tu mets de l'argent des fois derrière des publications. Fait que vraiment, définitivement, c'est un peu pas aussi les relations publiques aussi, à un certain niveau, parce que c'est des messages clés, on parle public directement, donc c'est ça, c'est un autre débat, là, savoir sous quel département ça va. C'est une notion même d'analytique, tu sais, de data, fait que ça aussi, c'est super le fun. Tout à fait, parce que maintenant, on peut connecter les médias sociaux avec des plateformes comme Salesforce, des grandes plateformes très performantes avec le recyclage. Donc, ça, les possibilités sont infinies, c'est ça qui est intéressant. Puis avec la pandémie, évidemment, il y a eu la numérisation des entreprises. Regardez, le bureau des diplômés maintenant est sur LinkedIn, Facebook, communique encore plus qu'avant, veut rejoindre encore plus les diplômés. Donc, tu sais, il y a ça qui est positif dans tout ça. Donc, voilà, pour les gens qui viennent de se joindre au live, donc mon nom est Jérémy Litt, je suis en compagnie de Maude Dossé-Bouchard qui a gagné le prix de la relève en communication et on parle d'adapter son marketing de contenu en période de pandémie. Alors, si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au marketing, par rapport même à son parcours aussi à l'UQAM, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, on va pouvoir y répondre. Ah bon, on a déjà une question. Oh. Est-ce qu'on va pouvoir revoir cette conférence? J'ai manqué le début. Bien évidemment, oui. Donc, les Facebook Live restent sur la page. On va pouvoir même les repartager à un certain moment. Donc, oui, vous allez pouvoir revisionner ce live. Alors, prochaine question. Il y a eu plusieurs phases, évidemment. Il y a eu le début de la crise. Moi, je vois ça comme il y a 3 phases. Là. Il y a le début, on était vraiment déboussolés. Il y a eu l'adaptation. Puis là, il y a le déconfinement actuel. Donc, avec un peu de recul, comment décrirais-tu l'évolution de votre stratégie au fil du temps? Est-ce qu'il y a eu un moment charnière? Je te dirais, le début, c'était comme un sprint. Je cours quand même pas mal, fait que je vais faire une petite analyse de course. Au début, c'était vraiment un sprint, tu sais. On dirait que tu veux rien manquer, t'es dedans. Il y a comme de quoi de « Hey, j'étais à la maison, faut que je fasse de quoi, let's go », tu sais. Fait que oui, un sprint, là, un moment donné, quand tu as sprinté, tu commences à perdre de l'énergie un peu. Fait que je te dirais, au milieu, c'était comme un rythme soutenu, tu sais, parce que tu sais pas trop quand ça va finir, c'est pas clair, là, tu sais. Fait que je te dirais rythme soutenu après. Puis en ce moment, on le voit vraiment comme un marathon, tu sais. Fait qu'au fil du temps, tu changes de soulier, fait que tu changes de stratégie, tu sais. On voit que, tu sais, on sait pas trop, là. Télétravail, ça va être combien de temps? Les gens confinés, ça va être combien de temps? Tu sais, il y a tout le temps des nouvelles mesures à chaque semaine. Fait que je te dirais qu'en ce moment, on est en mode marathon pour que tout le monde tu sais, ça se passe bien, là, que ça soit physiquement ou mentalement, tout aille bien. Puis qu'on soit là pour les gens, mais de façon constante, au lieu d'être tout le temps là, boum, 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 mais d'être plus là de niveau stable. Ouais, ben, je pense que j'ai eu le même sentiment aussi. Nous, on lançait en fait notre univers transmédia à South by Southwest. Oh! Donc, la semaine d'avant, le 6. Un rassemblement. C'était un rassemblement de juste 500 000 personnes.
de partout, en fait, de participants de partout dans le monde. Mais il y avait des pétitions, évidemment. On sentait que ça s'en venait, mais personne n'a vraiment réalisé. Personne ne voulait y croire que ça allait arriver puis qu'on allait être confiné la semaine d'après. On croyait ça tout simplement pas. Puis on a dû, comme n'importe quelle entreprise, hein, ça a été de l'adaptation, mais c'est ça, très, 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 très rapidement. Puis là, c'est l'incertitude du retour. Comme tu l'as dit, on ne sait pas quand ça va revenir en septembre. Il y a certaines entreprises, c'est comme Twitter, qui a annoncé que c'était le télétravail jusqu'à la fin des temps. Ouais. Donc, il y a des modèles. Le marché du travail va évoluer. Ce qui m'amène à la prochaine question sur le télétravail. Toi, en tant que directeur... Toi, ça a été fait virtuel? Non, même pas. Il n'y a rien eu? Il n'y a rien eu. Ça a été annulé. Ben, écoute, un festival de cette ampleur-là n'était pas numérisé. Ils n'ont pas été capables de le faire. Là, ils ont fait quelques sessions, comme c'est de Montréal le fait d'ailleurs, commencer à faire des Facebook Live. Mais tu sais, les Facebook Live, comme on en fait un aujourd'hui, il y a des limites à ça aussi, là, sur l'interactivité, sur l'expérientiel. Il y a quand même des limites. Je pense qu'on a atteint la limite aussi de la conférence sur Facebook. Une autre conférence, une autre. On est tout le temps devant nos écrans. Ouais. Fait que toi, en tant que directrice du contenu, est-ce que le télétravail, ça te convient? Est-ce que tu as mieux présentiel? Qu'est-ce que tu t'ennuies le plus? Je te dirais, moi, en ce moment, je suis en banlieue. D'habitude, je suis à Montréal. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit côté de vie que, oh mon Dieu, c'est le fun. Tu sais, voir du verre, voir des animaux le matin, il y a des petits lapins qui se promènent. Tu sais, il y a un côté un peu plus, excuse-moi l'anglicisme, mais groundé, là, que j'aime de la vie. Je pense qu'il y en a beaucoup de gens autour de moi qui se rendent compte que la ville, c'était plus un moyen d'être près du travail qu'un univers qu'ils aimaient dans une vie. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là que je profite. J'étais avec ma famille aussi. Fait que, tu sais, je me suis dit, hey, un été à vivre avec la famille, ça va jamais se passer. Tu sais, ça arrivera plus dans une vie. Fait que, tu sais, moi, je le prends comme un espèce de, c'est ça, retour un peu plus au calme, un mode de vie qui est un peu au jour le jour. T'es sûrement comme moi d'habitude, là, des trucs bookés à chaque soir, les week-ends bookés tout l'été. Là, on a juste fait, moi, mon chum, hey, on annule tout ce qu'on avait. On prend pas de plan, il va au jour le jour, c'est ça qu'on fait, tu sais. Mon activité, ça va être d'aller faire du canot sur la rivière à 5h30, ben ça va être ça, tu sais. Fait que je te dirais que ce côté-là du télétravail que je trouve le fun, vu qu'il n'y a pas de transport, puis que je suis dans un environnement qui est quand même agréable, même si nos bureaux sont vraiment superbes, là. Je m'ennuie quand même de ça, là. Nous, on a des chefs qui cuisinent au travail, on goûte au plat, on a une belle terrasse avec des fines herbes, une belle cuisine, on va courir sur l'heure du midi, fait que tu sais, c'est sûr que ça, je m'ennuie beaucoup de ce côté-là. Puis je te dirais que on s'ennuie des gens, là, on s'entend, tu sais, on se parle de même, le virtuel. C'est pas pareil comme une vraie conversation. Puis même une conversation à 2 mètres de distance où tout le monde est un peu stressé, c'est pas pareil. Tu sais, t'as le goût d'être proche. Puis je te dirais que le télétravail, il fonctionne bien pour des trucs qui sont très au niveau de la production. Tu sais, quelque chose qui est très, pas machinal, mais tu sais, qui est relativement répétitif ou qui se fait bien seul. Mais, tu sais, nous, on est des créatifs dans l'équipe, chez Ricardo, dans l'équipe de contenu. Tu sais, des idées en brainstorm, c'est en équipe. Puis un brainstorm virtuel, c'est pas pareil comme un brainstorm en vrai. Surtout, comme je te disais, qu'on aime goûter au plat. On est tous des gens gourmands, curieux. C'est ça notre plus grande inspiration. Tu sais, habituellement, on est en brainstorm, ben on goûte à des choses même, tu sais, où on s'apporte des livres, on va se partager des nouveaux produits. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, c'est moins le fun de ce côté-là, mais écoute, on trouve des solutions pour s'adapter, puis ça fonctionne quand même bien. Je pense qu'on va retenir beaucoup de qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui se fait bien en télétravail, qu'est-ce qui se fait moins bien. Puis comme je te disais, le côté familial, je le vois, tu sais, des gens qui sont beaucoup plus près de leur famille ou de leurs enfants qu'avant. Les collègues avec des enfants, ça doit être un gros challenge. Puis je vous dis un gros bravo à tout le monde, même si il y en a qui nous écrivent, qui ont des enfants, tu sais, parce que moi, j'ai personne à occuper, fait que c'est sûr que c'est plus facile. Mais des gens qui ont des enfants à la maison, ça doit être difficile de gérer entre toutes ces tâches-là. Là. Non, il faut se compter chanceux aussi d'avoir, on a un toit, il y a tellement de monde qui n'ont pas eu cette chance-là. Là. On parlait de nourriture, de banques alimentaires aussi, là, qui ont été très en demande aussi dans les derniers mois. Il faut vraiment être reconnaissant de tout. Fait que, je pense de prendre cet été ou cette année, on ne sait pas combien ça va durer, mais pour avoir de quoi de vraiment simple, équilibré, d'apprécier tous les mini-moments
qu'on a, que ce soit d'aller se baigner à l'heure du midi ou de voir un ami dans un parc. Je pense que c'est vraiment important. Puis j'espère qu'on va garder ça, puis qu'on va enlever un peu l'espèce de qu'on utilise souvent en marketing, le FOMO, le fear of missing out. On l'a tout en marketing, on peut être partout en même temps. Ben là, il faut voir que c'est pas grave si on manque quelque chose, ça va être le fun pareil. Bon, tout à fait. On a une question de quelqu'un que tu connais sans doute, de David Mercier. Quel cours du bac marketing a été le plus pertinent pour ta carrière actuelle? C'était un cours, la relève publicitaire. Fait que je te dirais, ça serait la première réponse, ça serait ça. Mais un vrai cours, c'est les cours de Joanie Bernard. Je sais pas si elle nous écoute. Donc, super bonne prof à l'UQAM qui donnait un cours de communication écrite et orale, puis un autre cours de planification média. Puis pourquoi je trouvais que c'était les cours les plus pertinents, c'est qu'à chaque fois, il y avait un bon 15 minutes au niveau de l'actualité en communication. Puis on sait qu'on a un métier d'actualité, tout ce qui est au niveau du marketing, c'est la nouvelle ou les tendances. Fait que de voir ce portrait-là, c'était super intéressant. On écrivait beaucoup aussi, ce qui en com, peut-être que des fois, surtout avec les nouvelles technologies, on met derrière. Là, on écrivait, on a fait des entrevues, des communiqués de presse. Fait que c'était quelque chose qui revenait vraiment à la source. Puis au niveau planification média, on voyait toutes les nouvelles plateformes. C'est niaiseux, mais nous, on a fait le bac, je sais même pas ça fait combien d'années, là, 5, c'est 2015 qu'on a gradué. Bon, fait qu'un bon 5 ans. Au début du bac, ça fait 7 ans. Fait que, il n'y avait pas toutes les plateformes qu'on a maintenant. Fait que c'est important. C'était comme le seul cours où on voyait vraiment tous les médias sociaux. Moi, je me suis beaucoup démarquée en médias sociaux au début. Fait que, de savoir toutes les spécificités de ces plateformes-là, comment ça fonctionne Facebook, c'est quoi Google, les sites web, je pense que c'était vraiment la meilleure affaire. Puis de voir à qui qu'on parle sur quelle plateforme. On voyait aussi, bien sûr, la télé, le magazine, l'imprimé, mais on a vu tout le reste du numérique, puis c'était vraiment un super portrait. Ouais. Cool. Hey, mine de rien, ça fait déjà 32 minutes qu'on est live. Ça va vraiment vite. C'était un live qui durait 30 minutes. Alors, c'est déjà la fin de notre premier épisode de Comme à la maison. On va se retrouver au mois de juillet, je pense autour du 22 juillet pour un second épisode avec Xavier Vitov, donc, que tu connais aussi. J'en ai écouté. Pierre Lucamin. Alors, c'est sûr que si on avait un message à lancer aujourd'hui, je pense que l'implication, comme tu l'as fait, t'a permis de te rendre jusque-là. Tu as commencé très, très tôt à l'UQAM, t'impliquer à faire tous les concours, à faire toutes les compétitions comme les Jeux de la communication, ce qui t'a permis d'avancer plus rapidement, puis d'atteindre des agences, puis de monter rapidement. Moi, je dirais, là, vraiment, c'est la seule chose que je dis tout le temps quand je vais à l'UQAM, par exemple, j'y retourne, puis je vois des étudiants, c'est vraiment ça, c'est de s'impliquer dans tout, d'être vraiment, vraiment présent. Tu sais, s'impliquer, ça peut aussi être d'avoir une job en com à côté, tu sais, c'est s'impliquer aussi, mais de faire toutes les expériences que vous pouvez avoir parce que vous allez rencontrer des gens tellement le fun. Tu sais, les gens à l'UQAM, c'est encore mes amis les plus proches, tu sais. Il y a tellement un côté passionné, fait que impliquez-vous dans tout puis questionnez-vous pas. Hey, il y a une question, Jérémy, qui est rentrée. Oui, il y a une question. On a-tu le temps? Ben oui, on a le temps, c'est sûr. Avez-vous l'impression que la pandémie, même si elle nous place dans une distanciation physique, elle nous a rapprochés virtuellement? Ah, mon Dieu, c'est sûr, virtuellement. C'est niaiseux, mais il y a plein de monde qui n'étaient pas sur les médias sociaux, des personnes souvent plus âgées, que maintenant, ils sont, parce qu'ils voulaient voir les photos des petits-enfants ou être connectés à FaceTime. Fait que, il y a maintenant, je pense, une plus grande tranche d'âge qui est rendue très, très bon avec la technologie. Fait que peut-être que ça l'a pas nécessairement rapproché virtuellement parce qu'on se parlait déjà, par ces plateformes-là. Oui, là, on se parle avec une webcam, ce qui est des fois un petit peu plus gênant, mais là, on est rendu habitué à ce niveau-là. Mais il y a plus de monde de plein de tranches d'âge, puis ça, je trouve ça super le fun. Puis aussi pour les marques que peut-être qui étaient sur d'autres canaux plus traditionnels, maintenant sont plus présents sur des nouveaux canaux. Fait que c'est sûr que ça l'a rapproché virtuellement. En même temps, il ne faut pas trop se rapprocher virtuellement, je pense, parce que le contact physique est important. Puis, un moment donné, il faut décrocher d'un ordinateur, tu sais. Fait qu'il y a comme une certaine limite aussi qu'il faudrait pas prendre comme une habitude. Bon, avec le déconfinement, on va pouvoir sortir un peu plus. Puis, les restrictions vont diminuer, évidemment. Donc, dès la semaine prochaine, il y a les piscines qui rouvrent, les restaurants pour Montréal. L'extérieur de Montréal, c'est déjà ouvert.
Mais, donc, on va pouvoir se voir enfin, dans le respect, dans le respect des lois, évidemment, imposées. C'est ce qui met fin à notre premier Facebook Live. Merci beaucoup, Maud, vraiment. Félicitations pour le prix de la relève. Merci beaucoup, Jérémy et Maud. C'est super intéressant. Mais merci à toi, Lalibé. Donc, c'était sur la page du Bureau des diplômés. Moi, je suis président du conseil de la faculté de communication de l'UQAM. Donc, il y a un conseil qui existe. On est vraiment là pour vous, pour organiser plein d'activités. Évidemment, avec la pandémie, nous aussi, on s'est adapté. On a concocté ce Facebook Live-là. Il y en aura d'autres pendant la période estivale et peut-être d'autres pendant toute l'année si vous aimez ça. Donc, écrivez en commentaire si vous avez vu ça, si vous avez des commentaires par rapport au Facebook Live. Vous pouvez continuer aussi à interagir avec nous sur la page. On a mis aussi des liens dans les commentaires. Donc, si l'UQAM vous intéresse, la faculté de com, on vous recommande fortement de faire votre bac à l'UQAM. Les détails sont dans les commentaires. Donc, merci à tous et bonne soirée. Bye, Maud. Bye!